Comme il a été dit, Patrick Galliou ne peut être parmi nous aujourd'hui. Donc tout le monde le connaît, c'est un éminent archéologue de l'époque gallo-romaine. Galliou-romaine. Galliou-romaine, me dit Philippe, et aussi un angliciste évidemment. Je tiens mon achat à rappeler tout ce qu'il a fait pour la traduction d'ouvrages en anglais. Je pense à Olivier de Clisson, il y a eu le livre de Ford sur le Finistère fin XIXe siècle, et prochainement devrait sortir le livre sur les Rohans à l'époque moderne, qu'on attend d'ici la fin de l'année, donc traduit par Patrick. Mais là, on revient à Patrick Galliou, archéologue, par la voix de Philippe Bigot. Je suis flatté et honoré et un peu inquiet, mais remplacer au pied levé Patrick, ça me fait plaisir parce qu'il a été mon professeur d'histoire antique il y a 4 décennies facilement, donc ça ne me rajeunit pas. Et c'est un complice qui a toujours bonne humeur. Alors vous excuserez dans ce texte que je dois lire, c'est très difficile de lire en public en prenant l'intonation de l'auteur. J'ai répété bien sûr, mais bon. Et il y a quelques citations latines et mon latin n'est pas extraordinaire. Alors excusez-moi, pas facile de lire, je vais essayer de vous regarder en même temps, mais c'est pas un numéro d'acteur, c'est très simple. D'habitude j'improvise. Région périphérique de l'Europe, la péninsule armoricaine est souvent considérée comme étant en retard sur les mutations culturelles et technologiques que connaissaient les cultures continentales. L'océan qui la borde est en effet généralement perçu, par les populations qui en sont éloignées, je pense à vous, comme une menace, obstacle isolant les unes des autres les masses continentales et les cultures. En réalité, il fut un lieu de passage dès le néolithique, un lien entre les peuples riverains de l'Atlantique, du sud de la péninsule ibérique à la mer du Nord. Alors, si ça veut marcher, et ça marche. Dans cet espace, la péninsule armoricaine, à l'articulation de 2 zones maritimes, le golfe de Gascogne au sud, la mer d'Irlande et la Manche au nord, toutes deux reliées à la Méditerranée, à la Gaule centrale et à la Gaule du Nord par de grands axes fluviaux, la Garonne, la Loire, la Seine, fut un lieu de rencontre et d'épanouissement d'influences culturelles. Loin d'être un cul-de-sac, la péninsule armoricaine s'intégra ainsi, au cours des phases de son histoire, aux grandes voies commerciales qui parcourent la façade occidentale de l'Europe. Mais, s'étendant très à l'ouest, elle était aussi un obstacle aux échanges entre l'Atlantique et la Manche, puisqu'il fallait la contourner. Les navires allant vers le nord ou vers le sud, n'ayant d'autre choix que de naviguer dans les eaux dangereuses du Finistère occidental, faisant escale en cas de tempête ou pour s'approvisionner dans les îles comme Guernsey ou dans l'archipel des Glénans. Le transport maritime étant le mode d'acheminement des marchandises le plus rentable, l'Atlantique et la Manche étaient les voies naturelles par lesquelles les marchandises les plus diverses étaient acheminées vers la péninsule armoricaine et au-delà vers la Normandie et les îles britanniques dans le cadre de réseaux d'échanges régionaux et supra-régionaux. Dans sa forme la plus simple, les navires empruntant cette route maritime et approvisionnant l'Armorique et la Grande-Bretagne en produits méditerranéens ou ibériques longeaient d'abord l'ouest de l'Espagne et du Portugal et après avoir passé le cap Ortegal, se dirigeait vers le nord-nord-est à travers le golfe de Gascogne, ou bien suivait le littoral de la Galice, de la Cantabrie et de l'Aquitaine, jusqu'à l'extrémité de la péninsule armoricaine et de la Grande-Bretagne, en faisant escale, en chemin, dans les ports situés dans les 4 principales baies des Rias Baixas, sur la côte galicienne, à savoir Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros. Quant à Brigantium, la Corogne, c'était un nœud important sur la route de l'Atlantique. Longeant vers l'est les côtes asturiennes et basques, il pouvait s'arrêter dans des ports comme Gijón ou Santander, avant de remonter vers Bordeaux, Talmont-sur-Gironde, Barzan, une ville magnifique découverte d'avions, je veux dire, en Charente-Maritime, ou le Langon, en Vendée. Les épaves découvertes sur cette route maritime
montrent que nombre de ces navires transportaient des amphores Alterne 70 du 1er siècle après Jésus-Christ, contenant du défrutum. Le défrutum, vous savez tous que c'est du mou de raisin réduit, des olives, du vin de Bétique, dans la haute et moyenne vallée du Guadalquivir. La présence de ces dernières dans l'ouest, à Angers, Carhaix, Corseul, etc., et le nord de la Gaule, Rouen, Amiens, etc., ainsi qu'en Grande-Bretagne, semble impliquer qu'elles transitaient par des voies maritimes atlantiques, ce que semblent aussi attester les amphores Alterne 70 de l'épave du Little Russell B, au large de Guernsey, et une découverte sous-marine isolée à 20 nautiques au sud de New Haven. Au 1er siècle et au début du 2e siècle après Jésus-Christ, les produits de la pêche du sud de l'Espagne, Cadix, Huelva, contenus dans les amphores Dressel 711, atteignaient également la péninsule armoricaine, la Normandie et la Grande-Bretagne par le même itinéraire ou les mêmes itinéraires. Les 6 amphores de ce type, découvertes à la sortie du port de St. Peter Port à Guernsey, appartenaient vraisemblablement à la cargaison d'un navire faisant route vers le Cotentin et ou la Grande-Bretagne. Les amphores à huile Dressel 20, produites en masse dans les vallées du Guadalquivir et de ses affluents du début du 1er siècle à la fin du 3e siècle, sont de loin les importations ibériques les plus fréquentes dans le monde romain occidental, tant sur les sites militaires que civils. Sur ces derniers, elles témoignent de l'évolution des goûts et des habitudes culinaires d'une partie des Gaulois et des Bretons romanisés. Les régions bordéaires de la Méditerranée étaient approvisionnées en huile par des navires passant par le détroit de Gibraltar, avant de loger le sud et l'est de la péninsule ibérique et le sud de la Gaule. La répartition de ces amphores à huile dans la péninsule armoricaine et en Normandie, ainsi qu'une densité de découvertes dans le Devon, semble confirmer l'utilisation de la voie maritime atlantique entre la Bétique, l'ouest de la Gaule et le sud-ouest de la Grande-Bretagne, comme d'ailleurs les découvertes sous-marines des fragments de Dressel 20 dans l'estuaire du Blavet et dans les eaux des Glénans. À la fin du IIIe siècle, un petit nombre d'amphores à vin nord-africaines et siciliennes, ainsi que quelques céramiques sigillées nord-africaines, suivirent sans doute aussi le même chemin. Dixit Patrick. L'isthme gaulois, entre guillemets, entre Narbonne et Bordeaux, est le chemin le plus court entre la Méditerranée et l'Atlantique, environ 350 km à vol d'oiseau. Ce pont terrestre fut utilisé occasionnellement à l'âge du bronze, avant de devenir, au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ, un canal majeur pour l'afflux de vins italiens dans le sud-ouest de la Gaule et au-delà, le long de la côte atlantique et dans le sud de la Grande-Bretagne. Dans les décennies qui suivirent la défaite des Armoricains, en 56 avant notre ère, le commerce avec la péninsule atteignit un niveau historiquement bas, mais une reprise à partir des années 15-10 avant Jésus-Christ semble liée à la création de communautés civiques, les Civitas, et aux premières opérations de construction sur le site de leur future capitale, que vous connaissez, Rennes, Corseul, Carhaix, Vannes et Nantes. La route Aude-Garonne-Atlantique fut à nouveau mise à profit pour desservir diverses régions viticoles et potières. Plusieurs épaves contenant des cargaisons d'amphores à vin catalanes, les Pascual 1 et Dressel 2-4, du début du 1er siècle après Jésus-Christ, ont été identifiées entre Tarragone et Narbonne, et de nombreuses découvertes d'amphores Pascual 1 ont été signalées dans tout l'isthme gaulois, du complexe portuaire de Narbonne à Libourne et à Bordeaux. Plus au nord, chez nous, les Pascual 1 sont fréquentes dans les contextes de la première moitié du 1er siècle, tant dans la péninsule armoricaine qu'en Basse-Normandie, tandis qu'en Bretagne insulaire, les découvertes se concentrent dans le Dorset, notamment autour du port de Poole et sur l'île White. Un peu plus tard, arrivèrent par la même route des amphores vinaires à fond plat d'Aquitaine, de Provence et du Languedoc, ainsi que des amphores Richborough 527, chargés d'Alain de Lipari,
L'île Paris, vous savez tous où c'est les îles éoliennes au nord de la Sicile. Voilà ces grandes amphores très allongées. Elles sont présentes sur un certain nombre de sites urbains armoricains où l'alun servait en particulier au traitement des cuirs. À la fin du IIIe et au IVe siècle, les poteries à l'éponge, présentes sur la façade atlantique, entre la Gironde et la Loire, dans la péninsule armoricaine, les îles anglo-normandes et le sud de la Grande-Bretagne, étaient probablement expédiées depuis les ports de Bordeaux ou de Saintonge comme un élément mineur dans des cargaisons mixtes de vin aquitain et d'autres denrées telles que la poix, PX, des Landes. Ça va pour l'instant ? La localisation sur les flancs méridionaux du Massif central de deux grands centres de production de poterie, essentiellement de la sigillée, à Montance dans le Tarn et à la Grove-Sanque. Grove-Sanque, c'est Millau, dans la Viron. Actifs au 1er siècle et dans la première moitié du 2e siècle, signifiait que leurs exportations vers le nord-ouest de la Gaule et la Grande-Bretagne devaient emprunter, au moins en partie, la route de l'isthme gaulois jusqu'à l'Atlantique. Les sigillées de la Grove-Sanque, produites à des millions d'exemplaires, c'est l'industrie lourde, donc là, un beau bol. Les sigillées de la Grove-Sanque furent diffusées dans tout le monde romain et au-delà de celui-ci, mais les produits montois de Montance du 1er siècle sont très majoritaires sur la façade atlantique et dans les capitales de Civitatès et ports de l'ouest armoricain, à Vannes et à Quimper. Leur commerce débutant dans les années 20 de notre ère. Les cargaisons des navires remontant de Bordeaux vers le nord étaient certainement mixtes, du vin, de la poterie, etc. D'autres marchandises, comme la poterie et le vin, étant collectées dans les ports de Saintonge et de Vendée. On va parler un peu du transport fluvial. Bon, pas tout de suite, mais... Le artère majeur pénétrant dans le cœur de la Gaule et le reliant à la côte atlantique, la vallée de la Loire, navigable à partir de Roanne, fut un vecteur actif de la circulation de personnes et d'objets à l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. Au 1er siècle de notre ère, le vin du centre-ouest de la Gaule, ainsi qu'une grande variété de poteries de l'actuel Puy-de-Dôme, alors là, on montre ici les ateliers de Lezoux en Puy-de-Dôme. Allez voir ça si vous ne connaissez pas, c'est extraordinaire. On voit des fours gigantesques, des collections monstrueuses. Patrick parlait de millions de poteries à la Grove-Sanque, c'est l'équivalent minimum. Il y en a partout, plein d'ateliers dans la plaine de la Limagne qui produit une excellente argile. Et une production, c'est une modélisation avant l'heure. Bon, une grande variété de poteries de la Puy-de-Dôme était transportée par des barges sur la Loire et ses affluents jusqu'au port d'estuaire de Rezé et ou de Nantes, l'un en face de l'autre, avant d'être transbordés sur des navires de haute mer qui livraient leur cargaison dans des ports tels que Vannes et Quimper, et plus au nord, en Grande-Bretagne. Entre 150 et 230 après Jésus-Christ, des volumes massifs de sigillés furent expédiés vers les cités armoricaines depuis les mêmes centres de production, ainsi qu'une variété d'autres objets, tels des mortiers à broyer les aliments et des meules à grains en lave d'Auvergne, à tel point que peu de sites occupés à cette époque dans la région en sont dépourvus. Il y en a partout. Découverte à la Croix-Rousse, à Lyon, une dédicace à Lucius Torricius Florens, des Vénètes, le désigne comme patron des Notae Ararici et Ligerici, à savoir les bateliers de la Saône et de la Loire. Les épitaphes montrent que les activités commerciales sur les deux rivières étaient étroitement liées, la Saône donnant accès à la vallée du Rhône et de là à la Méditerranée. Les marchandises étaient acheminées jusqu'à Châlons-sur-Saône, au lieu commercial à la fin de l'Athènes et à l'époque romaine, puis transportées jusqu'à la Loire par voie terrestre, les Notae se chargeant également de cet acheminement. La Seine et son réseau d'affluents qui relie l'est de la France à la Manche constituait un débouché adéquat pour les produits de l'est de la Gaule destinés au marché britannique et notamment au IIe siècle
pour les sigillés des ateliers d'Avocourt, La Voie, La Madeleine, etc. Les estampilles sur sigillés découverts dans la péninsule armoricaine montrent que les importations en provenance de la Gaule furent insignifiantes au IIe et IIIe siècle. Insignifiant, c'est 0,3% dans le Finistère, 1,4% dans le Morbihan. Mais se développèrent considérablement au IVe et au début du Ve siècle, lorsque furent produites, dans la forêt d'Argonne, de nouveaux types de sigillés à décor à la molette. Vous savez tous ce que c'est qu'un décor à la molette, ils font la cuisine, une petite roue avec un tas de décors, et on connaît ça donc, au IVe siècle, et ça se prolonge vraiment tard dans le haut Moyen-Âge, où ce type de décor est très abondamment répandu. Alors j'en étais où? Les décors sigillés à la molette de la forêt d'Argonne, qui sont diffusés en Gaule, Belgique et en Germanie, en Grande-Bretagne, et le long de la façade atlantique, dans les actuelles Normandie et Bretagne, et jusqu'à Bordeaux. Dans les assemblages de poterie des contextes occidentaux du IVe siècle, la sigillée d'Argonne est souvent associée à des céramiques à l'éponge, dont on a parlé à l'instant, provenant d'Aquitaine, à des vases du Dorset attestant l'existence de réseaux atlantiques complexes impliquant le nord de la Gaule, le sud de la Grande-Bretagne et l'Aquitaine, les navires faisant escale dans les ports armoricains et une partie de leur cargaison y étant débarquée. Les échanges entre la Grande-Bretagne et le continent incluaient aussi l'exportation de métaux, comme en témoignent deux épaves sur la côte nord de la péninsule armoricaine, la première au large de Ploumalac, contenant 271 lingots de plomb, pesant, et c'est pas rien, 22 tonnes. C'est pour ça qu'il a coulé sans doute. Donc, lingots estampillés des noms de deux peuples britanniques, les Iceni et les Brigantes. La seconde épave, au large de l'île de Bas, étant chargée de seulement 5,5 tonnes de lingots d'étain, ces deux épaves étant tardives, 3e ou 4e siècle de notre ère. La plupart des navires empruntant les voies maritimes occidentales devaient être des caboteurs, transportant de port en port des cargaisons d'opportunités, parmi lesquelles des matières premières, comme la poix transportée par le navire de St. Peter Port, Guernsey, ou le tuffeau de la vallée de la Loire, mais également des meules ou des denrées périssables, textiles, cuir, viande de porc salé, etc., et même des esclaves comme Fortunata, qui vient du pays des Diablins, à Jublin en Mayenne. La pauvre a été vendue à Londres pour 600 deniers. Très triste. Les bateaux. On a longtemps pensé que la description que donne César... Alors, où est-il ? Le bateau. On a longtemps pensé que la description que donne César des navires armoricains était destinée à mettre en valeur la marine romaine, jusqu'à ce que la découverte de 3 épaves à Bartslane Farm, Gwent, du IIIe siècle après Jésus-Christ, dans la Tamise, près de Blackfriars Bridge, à Londres, au IIe siècle après Jésus-Christ, et près de l'entrée du port de St. Peter Port à Guernsey, lui, fin du IIIe siècle de notre ère, la montre tout à fait exacte. Construits en chêne, les éléments de leur bordée étant fixés aux membrures par de longs clous de fer, ces navires à voile témoignent de l'existence d'une tradition pérenne d'architecture navale celtique sur la façade atlantique. Alors, c'est Patrick qui a mis le mot celtique entre guillemets, et on ne va pas rentrer dans le débat ici parce que là, on n'en sort plus. Le navire de Guernsey mesurait ainsi 25 mètres de long et son mât de 13 mètres de haut, encastré dans l'une des poutres du pont, était situé à environ un tiers de la longueur du navire à partir de la proue. Les 2700 km de côte bretonne, avec leurs nombreuses criques abritées et leurs profondes rias, ne manquent pas d'endroits où de petits bateaux pouvaient accoster. Leur quille, peu accentuée, ne nécessitait pas des quais en pierre ou en bois, car elles pouvaient être échouées à marée basse, sur une surface plate de sable ou de gravier, ou sur des rochers plats, puis chargées ou déchargées avant la marée montante. Ça, vous voyez vite, hein. La présence de céramique et de matériaux de construction romains dans les eaux d'une anse sableuse proche d'un îlot côtier de Plougarneau, en Léon, est un exemple d'une telle pratique, et de nombreux autres ports, entre guillemets, similaires ont été localisés ou sont suspectés
à Vindena Portus, à savoir le Mariacaire, Stalliocanus Portus, alors là on ne sait pas où c'est, on imagine que ça pourrait être Portiogon en plus gonvelin, mais ça c'est pas garanti. Et dans des rias abrités, comme l'Abervrach, le Léguer ou Yodette, la Rance, Alette, etc. Ces lieux de débarquement n'étaient probablement pas dotés d'entrepôts et fonctionnaient sans doute en flux tendu, très moderne. Si le rôle des ports de la fin de l'âge du fer, comme le Yodette et Alette, déclina au cours des 2 premiers siècles, car ils étaient situés sur des promontoires d'estuaires et donc déconnectés du nouveau réseau routier, les installations d'accostage et de stockage semblent être présentes dans une autre catégorie de ports d'époque romaine qui se développèrent au premier point de passage à gué des rivières, à marée, et étaient accessibles par le réseau routier, comme Quimper, Tadin, Dinan, ou Vannes, Rezé, Ratiatum. Port majeur de l'estuaire de la Loire, doté de quais, d'entrepôts et d'une cale de halage. Ça a été fouillé, c'est extraordinaire. On a vraiment un port en bon état de marche. Autre port, Alette, alias Reginka, à l'embouchure de la Rance, qui était plus tard doté de bassins, et très extraordinaire, trouvé par Loïc Langouette, d'un système de pompage utilisé pour approvisionner les navires en eau douce. La plupart de ces ports devaient aussi disposer de chantiers de construction ou de réparation navale. Alors, un petit peu de voie terrestre maintenant, puisqu'on vient d'en causer. Là, la carte vient de, comment il s'appelle, Jean-Yves Veillard, c'est la dernière mise au point, la plus récente, synthétique, sur le réseau routier antique. Les importations qui transitaient étaient distribuées à l'intérieur des terres par un réseau routier dense, irriguant toutes les parties de la péninsule armoricaine, avant d'être proposées à la vente dans les capitales de Kiwitas ou dans des bourgs, mais sans doute aussi lors de foires de campagne. Dans les agglomérations, les objets et denrées importés, comme ceux produits par les artisans locaux, étaient proposés aux clients dans des boutiques ouvertes sur la rue, comme celle mise au jour à Corseul, dans le quartier de Monterfil. Vous connaissez tous Corseul. Bon, ça donne une bonne idée. C'est pas Pompéi, mais c'est déjà pas mal. Alors, Patrick met une autre vue montrant un site très compliqué, qui n'est pas chez nous, mais c'est pas mal, sur un site gaulois de très grande envergure. A été fouillé en plus la ville antique, une vraie ville avec un urbanisme, une grande rue, des boutiques, des cours derrière et le logement des artisans. Donc dans la Côte d'Or, c'est assez loin de la Bretagne armoricaine. Mais c'est le même principe. On ne saurait bien sûr négliger, même s'il nous reste invisible, le rôle des marchands itinérants, les colporteurs, on ne les connaît pas bien, courant les campagnes pour offrir à la vente aux pagani, paysans, qui donnent des pékins, poteries et colifichets de métal. Des instruments utilisés dans ces commerces, il ne nous reste que quelques balances, comme celle découverte à Ploemar, au Douarnenez. Allez à Douarnenez, au Ploemar, c'est au bord de la mer, le site est déjà très beau, et il y a une usine de traitement du garum. Il y a des grandes cuves, ça fait 40 mètres cubes, une cuve faisant 1 mètre cube, et là-dedans, on fabriquait le garum, c'est l'équivalent du gnochnam. Et a été fouillé et trouvé là-dedans une balance romaine, qu'on connaît encore de nos jours. Et ce petit personnage, c'est minuscule, 5 cm de côté, un petit peson en bronze. Il fait un peu la grimace, mais il est sympa. L'épigraphie. Si le commerce de la fin de l'âge du fer et de l'époque romaine dans l'Atlantique et la Manche est un fait incontestable, ses structures et ses procédures restent obscures, pas de S, en raison du manque de preuves textuelles et épigraphiques. Le trafic fluvial sur la Loire et l'importance de Nantes comme point de transbordement majeur sont assez bien documentés par 3 inscriptions, l'une de Lyon et 2 de Nantes, les 2 premières étant des dédicaces du collège des Notae Ligerici à leur mécène Lucius Torricus Florence et à l'un de leurs membres, Paecicinus Sabinus, décédé à Nantes, probablement au IIe siècle. Le 3e document est une dédicace aux divinités des empereurs et aux dieux vulcains par Marcus Gemelius Secundus et Caius Sedatus Florus, qui sont des Actores Vicanorum Portentium. Également découverte à Nantes, une autre dédicace à Minerve par un collège de tonneliers peut aussi signifier que ces artisans travaillaient dans le quartier du port, fabriquant
des récipients pour les denrées locales, pas sûr, dit Patrick, ou pour le transfert du vin et d'autres denrées à partir d'amphores. À Corseul, un certain Cagnos Lucanus, membre d'une famille locale qui avait été élue Sacerdos ad aram ad confluences araris et Trodani, est également décrit comme le patronus d'un collège de Notae, peut-être ceux du confluent Rhône-Saône. On est quand même assez éloigné de Corseul. La dédicace de Douarnenez à Neptune Hippius par Caius Varinius Varus, curateur d'un conventus de citoyens romains impliqués dans la production locale de salaisons, peut également signifier que ces entrepreneurs échangeaient une partie de leur production le long des côtes atlantiques et de la Manche, peut-être vers la Bretagne ou l'estuaire du Rhin. Alors là, je suis bien désolé, il parle, Patrick, d'épigraphie, mais malheureusement, on n'a pas d'image. C'est-à-dire que tous ces textes ont été recensés par le Corpus Inscriptionum Latinarum, qui a été compilé à partir du XIXe siècle, époque où on ne s'amusait pas à faire des dessins, des photos. Donc je n'ai pas d'illustration à vous mettre sous la dent, c'est seulement des textes. Alors, c'est comme ça. Le dossier épigraphique de Bordeaux est plus instructif. Bien que l'on ne sache pas si Reginianus, qui était un Civis Coriosolis, citoyen de Corseul, et sa femme Donata, morte à Bordeaux à l'âge de 51 ans, ou Pompeia Menapia et son mari Pompeius Ionus, des Ménapiens du nord de la Gaule, étaient directement ou indirectement impliqués dans ce trafic à longue distance. Le cas de Lucius Solimarius Secundinus des Trévires, Trèves-Metz, est plus clair, car son épitaphe le désigne comme Negotiator Britannicanus, signifiant qu'il faisait commerce entre le continent et la Bretagne insulaire. On ne sait toutefois si sa présence à Bordeaux est ou non liée aux activités des marchands, dont beaucoup appartenaient aux Trévires, qui commerçaient entre les estuaires de l'Escaut et du Rhin et la Bretagne, et qui, dans les sanctuaires de Nehalinnia à Dombourg et Koningspad, en Zélande, alors excusez-moi mon accent hollandais, c'est trop long, remerciaient la déesse pour un voyage sans danger. Voilà, enfin, une image. Datée de 237 de notre ère, la dédicace à la Dea Tutela Bodiga par Marcus Aurelius Lunaris est un autre élément des preuves des liens entre Bordeaux et la Bretagne insulaire par l'Atlantique, car le dédicataire était Sevir Augustalis à Eburacum, c'est York, et Lindum, c'est Lincoln. L'autel inscrit est sculpté dans la pierre du Yorkshire. S'il est tout à fait probable que Lunaris soit venu à Bordeaux avec un ou plusieurs navires pour aller chercher du vin et sans doute d'autres marchandises pour les troupes stationnées le long du mur d'Adrien, frontière, et dans le nord de la Grande-Bretagne, ou pour les habitants de York et de Lincoln, on ne sait si le voyage de 237 entre le nord-est de la Bretagne insulaire et Bordeaux était une expédition isolée ou le seul élément identifiable d'une série de voyages similaires. Les objets de parure en jet, présents le long de la côte atlantique, peuvent être considérés comme une composante subsidiaire de ce commerce si ces articles proviennent effectivement de l'un des deux centres de production de tels bijoux, York ou la Rhénanie. Les dossiers biographiques de Cagnos Lucanus et de Lucius Tauricus Florens sont enfin beaucoup trop minces pour qu'on puisse établir avec certitude leur rôle éventuel dans le commerce atlantique armoricain, même s'il est fort probable que tous deux étaient, à l'origine, de riches décurions de leurs cités respectives. Appartenant au plus haut rang du Concilium Galliae, ils étaient devenus les patroni de collège de Notae, basé à Lyon, ce qui n'implique cependant pas nécessairement qu'ils étaient eux-mêmes Notae, et encore moins, bien qu'appartenant à des cités maritimes, que leurs activités s'étendaient au-delà de l'estuaire de la Loire et qu'ils étaient impliqués dans le commerce atlantique. Il est impossible de savoir comment ce commerce était structuré, si les responsables étaient des entrepreneurs privés individuels qui possédaient des navires ou les louaient à certaines occasions, appartenaient à des entreprises familiales
ou avaient conclu des partenariats commerciaux spécialisés. La plupart des ports, cependant, abritaient certainement une communauté plus ou moins étendue de naviculari, d'agents maritimes, d'intermédiaires, d'approvisionneurs de navires et de constructeurs ou réparateurs de bateaux. Mais là, encore, il nous reste, jusqu'à présent, épigraphiquement et archéologiquement invisible. Signé Patrick Gaillou. Merci pour lui. Alors, ayez la bonté de ne pas me poser de questions. Moi, je suis archéologue aérien et